Bonjour à toutes et à tous, et voilà pour une nouvelle session de cette Innovation Week spéciale CES. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute, et je suis accompagné de Claire Plassard qui pilote notre partie études, insights et report Hub Institute, et on va vous livrer du coup une partie de nos analyses du CES autour de deux tendances. On vous a parlé tout à l'heure de la tech, là on va parler santé connectée et on va parler mobilité. Alors peut-être on va démarrer, Claire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances santé, sport et insurtech qu'on a pu voir déjà dans les premières annonces du CES? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, la santé au CES, c'est toujours un grand sujet. Ça a été un grand sujet pour l'année 2020. On l'a tous vécu au plus près, donc avec cette pandémie mondiale qui est apparue du coup cette année. Donc du coup, la santé est apparue au cœur de nos besoins essentiels. La plupart du coup des personnes ont considéré que la santé c'était une des choses les plus importantes pour eux. Donc soit la première priorité, soit dans le top 3, leur propre santé et celle de leurs proches. Donc vraiment un élément essentiel cette année. Pour nous, au Hub Institute, la santé aussi, c'est quelque chose qu'on étudie depuis plusieurs années déjà. On a du coup créé ce référentiel qui permet un petit peu de voir les différentes thématiques du coup dans le domaine de la santé et du coup les différents enjeux et acteurs. On a d'ailleurs sorti un rapport, un Hub Report, donc le futur de la santé, qui est sorti du coup au mois d'octobre et qui analyse donc quel va être le futur de la e-santé et qu'est-ce qui va se passer en 2021 a priori dans tout ce domaine-là de la santé connectée. Donc du coup cette année, on a vu donc que le sport s'est digitalisé. On est passé de plus en plus du sport à la maison avec également un domaine de santé qui s'est aussi traduit à la maison et non plus tellement à la clinique, chez le médecin. Tout s'est fait à la maison. Donc, par exemple, les salles de sport ont vraiment chuté. Enfin, tout a été fermé. Donc, les abonnements de salles de sport ont diminué et le marché du fitness a perdu 13% sur l'année 2020, ce qui est énorme et ce qui pourrait être d'ailleurs une tendance durable puisque de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, les millennials, ont du coup testé le sport à la maison et ont aimé du coup cette nouvelle pratique et vont continuer du coup à pratiquer le sport à la maison et non pas tant que ça dans les salles de sport. Donc grosse hausse de l'usage des fitness apps, hein. Donc fitness d'ailleurs ou wellness ou méditation ou yoga, ouais. Il y a eu pas mal de choses et ça on l'a vu quasiment au niveau mondial. Tout à fait, il y a eu beaucoup de téléchargements d'applications. On a compté 46% de téléchargements supplémentaires, donc d'applications fitness sur les débuts d'année 2020, donc quand la pandémie est apparue, et notamment en Inde, du coup, qui a été un grand marché pour les applications de fitness, donc de nombreux téléchargements. Et ensuite, du coup, la marque Peloton qui a été le grand gagnant, si on peut dire, de cette nouvelle tendance de sport à la maison avec leur vélo connecté. Voilà, Peloton, c'est un peu le Apple du vélo d'appartement. Un énorme succès. Alors, un vélo très coûteux, hein, on est entre 1800 à 2000 $. Sans l'abonnement, parce qu'il y a un abonnement, mais c'est avec des cours de coach en live et c'est presque une religion ou un culte aux États-Unis. Et Peloton a vu ses ventes augmenter de 172% avec des marges entre 30 à 40%, donc digne d'un Apple. D'ailleurs, certains parieraient sur un rachat, c'était Scott Galloway qui l'indiquait, de Peloton par Apple. Voilà, et du coup, c'est une tendance qui a bien fonctionné, donc qui a été imitée. Donc on a d'autres marques de vélos d'intérieur connectés, par exemple Echelon, qui sont apparues, et aussi du coup avec d'autres alternatives, on a eu beaucoup de sport à la maison avec des classes, donc télévisées, donc voilà, à faire chez soi, que ce soit du yoga, de la boxe, du pilates, enfin, vraiment de quoi qu'on veuille faire à la maison. Maintenant, c'est possible de trouver des classes pour. Voilà, et avec vraiment ce côté, des fois classes préenregistrées en vidéo, mais aussi des cours live avec un coach, voire d'autres participants. On peut chatter avec eux via des miroirs connectés ou via des applications à brancher sur son téléviseur. Et du coup, ça reconnecte finalement avec cette tendance un petit peu du e-sport. Oui, et par exemple, le Tour de France, donc, qui s'est déroulé quand même cet été, mais sous une forme un petit peu différente. Là, on a eu aussi le Tour de France virtuel. Donc, du coup, les coureurs traditionnels, les cyclistes, ont couru, disons, depuis chez eux. Et avec la réalité virtuelle, on a pu assister, du coup, à ce Tour de France sur nos écrans. Donc voilà, donc c'est effectivement un spectacle qui se digitalise et c'est l'e-sport, du coup, voilà, qui effectivement gagne de plus en plus de visibilité. Alors,
Alors, je l'ai un peu vite, voilà. Et effectivement, voilà une petite vidéo où on revoit un peu l'arrivée sur les Champs-Élysées, mais de manière 100% virtuelle. Alors, il y avait du sport, mais il y avait aussi du wellness, hein, parce que quand on parle de santé connectée, on est toujours un petit peu entre les frontières. Alors, HomeRun, qui est un acteur qui est très présent, est venu avec un certain nombre d'innovations. Oui, c'est les wearables en fait. Donc du coup, c'est des appareils que l'on peut porter sur soi, qui sont connectés, qui permettent un petit peu de surveiller nos données santé, donc le rythme cardiaque, parfois même le taux de glucose dans le sang. Enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir tout un tas de métriques qui peuvent être directement donc reliées à nos appareils et ensuite de partager ces données santé avec les acteurs traditionnels comme les médecins ou même aussi les proches, la famille. D'accord. Donc on passe un petit peu du bracelet de tracking juste de pas finalement à vraiment des outils de plus en plus entre les pratiques sportives et la santé, voire connectés à des données, tes données médicales. Une autre start-up, OneDrop, tu peux peut-être nous en parler? Oui, alors OneDrop, en fait, c'est une solution de soins mobile. Donc, en fait, ça vient aller s'insérer en fait sur la coque du portable. Et ensuite, on va pouvoir simplement, du coup, déposer une petite touche de sang. Et en fait, le OneDrop, du coup, donne un filtre qui, en fait, fonctionne comme un petit minuscule laboratoire et va aller analyser le sang pour détecter ensuite le test qu'on a décidé de faire. Donc il y a 23 tests possibles et ensuite chaque test pour le moment peut tester uniquement une seule, c'est un donnée. Test par filtre si on peut dire. Mais c'est vrai que ça simplifie fortement les choses de pouvoir le faire directement directement sur son portable, pas besoin de recevoir un appareil qui prendrait de la place. Non, ça se met sur le portable et c'est fait très facilement donc par soi-même à la maison. Bon, on espère qu'ils finiront pas comme Theranos. Alors, effectivement, là, on a parlé de sport connecté, de wellness. On voit évidemment que y a, avec le Covid, qui malheureusement n'est toujours pas terminé, une grosse sensibilité à l'hygiène. Hein. Donc, on avait vu les années passées déjà des filtres pour la qualité de l'air. On s'en moquait un peu à l'époque parce que c'était beaucoup en Chine où il y a beaucoup de pollution. On s'est rendu compte que la pollution arrivait aussi chez nous. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur ça, tout simplement, on va dire, nettoyer les lieux de travail, les lieux les lieux publics, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on touche, voir chez soi. Voilà, du coup, on voit également donc de nombreuses innovations technologiques sur les masques, qui sont devenus un petit peu le sujet phare de cette année. Tout le monde a un masque, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et donc du coup, les technologies essayent de proposer des innovations pour que le masque soit plus efficace, soit plus esthétique, soit plus confortable. Donc voilà, on a toute cette variété de propositions. Du coup, les entreprises technologiques se sont également mobilisées pour participer à l'effort contre la pandémie, avec par exemple Bosch qui a travaillé sur les tests Covid. Donc avec des tests qui ont été créés en seulement 6 semaines, donc qui après ont pu être distribués tout autour du monde. Et ensuite d'autres innovations aussi, par exemple comme on disait sur la qualité de l'air. D'accord, on a vu les masques, on a vu les tests Covid. Bon, évidemment, le gel hydroalcoolique, on l'utilise tous les jours. Voilà, et donc le gel hydroalcoolique maintenant fait partie de nos quotidiens, est toujours presque sur nous ou à côté de nous. Et donc du coup, c'est pour ça que les marques de gel ont essayé de le rendre un petit peu plus sexy, si on peut dire, avec du coup ce packaging qui ressemble de plus en plus aux produits beauté, voire même aux parfums, pour donner un côté un petit peu plus luxueux et agréable, attractif au gel hydroalcoolique. Donc on a différentes startups ou différents designers qui et avec quelques produits en plus, puisqu'effectivement on s'aperçoit pour ceux qui utilisent très régulièrement, voire trop régulièrement, on pense aux professions de santé du gel, au bout d'un moment ça dessèche aussi pas mal la peau. Donc là on peut ajouter des petites choses, de l'aloe vera pour hydrater en même temps que désinfecter. Et quand on parle de désinfection, on a aussi du coup les surfaces, les tables, tout ce qu'on touche, et du coup on a des propositions qui apparaissent. Donc on avait Cosmo tout à l'heure qui nous parlait du sac à dos qui se désinfecte. On a également des claviers qui peuvent être désinfectés grâce à des lampes LED à UV. Et aussi des robots que l'on peut placer dans une pièce et qui vont aller désinfecter avec une lampe qui va tourner à 360 degrés. L'idée, c'est de pouvoir désinfecter très rapidement un endroit où quelqu'un est passé pour que d'autres personnes puissent arriver en toute sécurité. Diba d'ailleurs une version aussi pour tout simplement les cockpits d'avion où en fait il va pouvoir passer dans les allées et en plus déjà des filtres qu'on a dans l'atmosphère va pouvoir en plus stériliser avec cet UVC. Pour les sièges. Voilà, exactement, la carlingue.
Et du coup, aussi les poignées de porte qui sont souvent touchées par de nombreuses personnes. Donc du coup, voilà, on a Clean Motion qui fait une poignée de porte qui s'auto-désinfecte. Donc en fait, le système est très simple. On appuie, on ouvre la porte de manière traditionnelle, on repart après. Et soi-même, la poignée va détecter en fait qu'elle a été du coup baissée puis relevée. Et il y a un petit anneau désinfectant qui va parcourir le long de la poignée pour la désinfecter. Donc voilà, simple, il fallait y penser, mais finalement super utile parce que utile. c'est bien les endroits qu'on utilise le plus dans une entreprise, dans un lieu public. Voilà. Et maintenant, du coup, les grandes surfaces, puisque les magasins ont réouvert et réaccueillent du public, aussi s'attellent à rendre le milieu plus sécurisé et inspirer confiance à leurs clients et à leurs employés. Donc, par exemple, Lidl a mis en place un système de ventilation qui est inspiré directement du milieu hospitalier, donc pour assurer une très bonne protection des clients et des employés. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on en avait déjà parlé dans un ancien Hub Report. C'était Hélène MacArthur dans ses magasins de mode qui avait déjà fait ça avant le Covid pour un peu communiquer en disant à Londres, nous, on a un des airs les plus propres de Londres. Venez dans notre magasin. Ça devient finalement un critère pour attirer les gens au point de vente. Et là, on voit que finalement, même un Lidl aujourd'hui, ça devient presque quelque chose de basique, d'offrir une sécurité en termes d'hygiène et de santé pour tout simplement les visiteurs dans un magasin. Tout à fait, ça va faire partie des standards maintenant attendus par les consommateurs. Donc maintenant, les gestes barrières sont vraiment instaurés dans nos quotidiens et on les voit de plus en plus visibles. Donc que ce soit dans notre manière de nous habiller, donc on a des sacs à dos du coup qui se désinfectent. On a également des manteaux qui surprotègent, on peut dire, avec des visières. En intégrant un masque, Et puis finalement, c'est même l'urbanisme ou l'architecture qui est en train d'évoluer pour garantir un petit peu cette distanciation, tout en restant social, puisque c'est un peu la logique d'une ville. Hein. Par exemple, on a l'aire de jeu. Donc pour les enfants, qui permet aux enfants d'interagir ensemble donc sur différentes modules, mais tout en restant à distance. Voilà, donc il y a des bacs à sable, il y a des choses pour grimper. Mais on est à distance. Tout à fait. Et effectivement, on voit des parcs où on nous rappelle, ou des bureaux, ou des spectacles. Là, on voit les gens en mode bulle. Bon, on voit que c'est pas la créativité qui manque. On avait vu aussi des concerts avec des des places éloignées les uns des autres, ou des concerts en voiture, en drive-in en Allemagne. Donc, on voit que finalement, la contrainte nous rend particulièrement innovants et créatifs. Et d'ailleurs, comment on gère un petit peu cet afflux? On voit bien qu'il y a eu des jauges. Il y a toujours cette difficulté dans les points de vente on accueille du monde, mais pas trop. Oui. Alors du coup, il y a des solutions qui se mettent en place. Donc par exemple, le fait de réserver certains créneaux et également d'instaurer donc des créneaux pour les seniors, donc comme Costco a pu le faire donc aux États-Unis. Et en France, on a vu, je crois, Carrefour, Monoprix et d'autres le matin dire il y a une heure pour les seniors et le personnel soignant également qui sont peut-être plus à risque. Et après, il y a d'autres applications donc qui permettent de consulter le temps d'attente pour justement programmer aussi ses sorties en fonction des flux et pour éviter d'être dans les moments les plus chargés. Ou prendre finalement sa place dans une queue virtuelle et donc pouvoir aller ailleurs en attendant au lieu d'attendre bêtement à côté des autres personnes. Simplement arriver et rentrer dans le magasin. Ok, alors on a parlé de sport et de bien-être, on a parlé d'hygiène, mais effectivement on sait tous que cette année ça a été une grosse année pour la santé connectée et la télémédecine, puisque l'idée c'est que c'est de se rencontrer le moins possible, de se déplacer le moins possible. Oui, on a du coup eu une grosse montée de recherche d'applications de santé. Donc on a pu voir sur les métriques de l'App Store et aussi des investissements dans les startups de télémédecine qui ont beaucoup augmenté en 2020. Et on a un exemple du coup de la plateforme Ro qui permet en fait de faire un premier diagnostic. Du coup, pour éviter que les personnes se rendent chez leur médecin immédiatement, ils peuvent d'abord faire un premier diagnostic sur cette application et ensuite savoir s'il y a besoin d'aller chez un médecin ou non. D'accord. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on utilise le mot téléconsultation, télémédecine, téléopération. On voit qu'il y a tout un tas de choses qui, effectivement, nous permettent de pouvoir tout simplement se soigner à distance, ou en tout cas consulter à distance.
Donc, on voit aujourd'hui 4 grands piliers un petit peu pour cette modification. Les assistants robotiques, donc ça plutôt dans le milieu hospitalier pour gérer l'accueil et éviter d'exposer les personnels médicaux. La télémédecine avec toutes les différentes possibilités entre téléconsultation, opération, traitement, surveillance à distance. Le diagnostic avec l'IA, donc là on va vraiment augmenter le personnel médical avec de l'aide au diagnostic, de l'analyse de la data, etc. Et puis l'arrivée de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour se former, par exemple, ou pour pouvoir encore une fois assister le personnel médical. Voilà, donc comme tu l'as dit Emmanuel, on a vraiment une accélération de la télémédecine qui a été adoptée par un grand nombre de médecins généralistes, donc notamment 99% en Angleterre, et aussi du coup des innovations comme les cabines de téléconsultation. On peut simplement s'asseoir dans la cabine et être en contact avec un médecin et faire soi-même du coup les prises de mesure, donc que ce soit le rythme cardiaque ou des tests simples qui peuvent être faits. Voilà, donc là on voit que ça peut être chez soi, juste déjà pour une consultation, ou ça peut être, là on a un exemple de cabine que vous voyez pas à côté de la scène avec Medadom, mais l'idée voilà c'est de pouvoir aussi installer, par exemple dans les déserts médicaux ou dans les entreprises. On avait vu une start-up l'année dernière qui faisait ça, une start-up française à Dubaï avec les fonctionnaires, et donc dans cette cabine on va avoir tout un tas d'appareils qui vont permettre, en étant guidés à distance avec un praticien, de pouvoir partager des données avec un niveau de qualité et de précision qui soit suffisamment important. Alors l'année dernière, on avait repéré une start-up au CES qui nous avait bluffé, une start-up israélienne qui s'appelle Bina. Et donc tout simplement c'était assez dingue, c'était avec juste un iPhone et une caméra d'iPhone, grâce à des algorithmes particulièrement sophistiqués, en fait l'application était capable de détecter notre rythme cardiaque, notre saturation en termes d'oxygène, notre stress, notre respiration. Donc ça montre aussi que plus ça va et plus déjà avec des appareils existants, on est capable d'avoir des diagnostics, des analyses importantes. Bon, faut aussi savoir que l'iPhone et les smartphones de plus en plus ont des capteurs de plus en plus précis et complets. Et donc on peut imaginer demain, puisque c'est un peu cette logique aussi d'aller plus vers la prévention que juste du soin, c'est que si on est filmé, traqué, analysé, diagnostiqué tous les jours, bon évidemment avec notre permission, ça nous permettra de détecter beaucoup plus tôt des signes. D'anticiper les problèmes. Exactement, parce qu'on va se rendre compte que tiens d'un seul coup ton rythme cardiaque est un peu irrégulier ou bouge par rapport à ton habitude, et donc en partageant cette donnée ensuite avec un expert par exemple, ou de solliciter ensuite un rendez-vous ou une téléconsultation. Voilà, on a vu notamment dans les hôpitaux, du coup, par exemple l'hôpital new-yorkais Mount Sinai, qui s'est allié avec Google pour instaurer en fait des caméras. Donc c'est les Google Nest en fait qui ont été placées dans l'hôpital, dans les chambres des patients, pour monitorer à distance les données des patients et communiquer avec les infirmières et les médecins pour éviter en fait du coup au personnel de santé d'avoir à rentrer trop souvent dans les chambres, surtout en temps de Covid, puisque à chaque fois qu'on rentre dans la chambre, il fallait changer l'équipement, tout ça, se relaver les mains. Donc c'est un gain de temps et d'équipement qui a été fait grâce à du coup cette technologie de Google Nest dans l'hôpital. La télésurveillance, c'est un sujet dans les hôpitaux, mais c'est un sujet aussi pour les personnes âgées qu'on veut garder le plus longtemps possible indépendantes de chez elles, mais au moins de pouvoir garder un œil pour les proches, par exemple, ou quand elles appellent, de pouvoir ensuite échanger avec elles. Alors BioIntelliSense, dis-moi en plus. Alors BioIntelliSense, du coup, en fait, c'est cette petite plateforme là qu'on voit, qui en fait se fixe sur le corps. Donc c'est comme un sticker, ça en gros. C'est un wearable, et en fait ça permet un petit peu de flouter les frontières donc entre l'hôpital et la maison, dans le sens où ça va du coup surveiller les données, et ça va également permettre d'anticiper tous les problèmes possibles et donc de suivre le patient à distance, bien qu'il ne soit pas à l'hôpital et qu'il soit à la maison. Voilà, ça paraît rien, mais rappelez-vous, ça remplace à peu près l'appareil que vous aviez à porter en bandoulière des fois pendant 24 ou 48 heures pour suivre votre rythme cardiaque et quelque chose qui est très désagréable, très lourd, qui est pas pratique quand on veut prendre sa douche. Donc on voit que aussi finalement on a une miniaturisation et puis qu'on a finalement des usages médicaux qui deviennent presque plus centré sur le patient. Donc évidemment, il y a ce professionnalisme derrière, mais ça devient plus simple à utiliser tout simplement pour le patient. Voilà, et on parle du coup de santé qui
qui apparaît réellement dans la maison. Donc on a l'exemple de Barracoda qui travaille sur les objets connectés. Donc on a le tapis de bain connecté, le miroir connecté. Donc c'est des objets qui permettent également de suivre les données des patients et de suivre du coup les variations directement depuis la maison sans avoir à faire de tests du coup réguliers chez le docteur. On peut déjà voir ça directement chez soi. Voilà, donc ils ont aussi récupéré CareOS, qui est un des miroirs connectés qu'on a vu déjà primé depuis plusieurs années. Alors évidemment, l'innovation en termes de robotique, on voit bien que pour soit gérer l'accueil, mais de plus en plus même pour faire un certain nombre de procédures basiques, comme les prises de sang par exemple, en évitant d'exposer inutilement le personnel soignant. On voit Philips et tout un tas d'acteurs qui sont beaucoup sur ce qu'on appelle la sleep tech, donc des choses pour éviter de ronfler, pour mieux dormir, ou on avait déjà vu l'année dernière des brosses à dents connectées avec de l'IA, donc qui apprennent. Voilà, exactement. On va avoir des brosses à dents intelligentes, on va avoir des fois des petits scénarios en réalité augmentée pour les ou la gamification pour les enfants. On voit aussi de plus en plus d'appareils qui se connectent au smartphone. Donc le smartphone a la puissance de calcul, ça permet de baisser le prix des appareils ou des terminaux qu'on va y connecter. Donc on a l'interface de l'iPhone et derrière on va avoir là par exemple une solution pour faire des échographies depuis son smartphone, et on voit tout un tas comme ça de devices qui se rajoutent pour ajouter des fonctionnalités hardware tout simplement à son iPhone. On a la mesure de pression sanguine avec son portable justement avec un device de plus, et puis on voit aussi les big tech qui ont joué un gros rôle pendant tout simplement le lancement du vaccin, avec le pilotage et l'optimisation de la logistique et de la distribution mondiale avec Salesforce, la supply chain avec IBM ou Oracle, les campagnes d'information sur la vaccination avec Twitter ou Facebook. Donc on voit que les big tech, qu'on critique souvent des fois, font aussi ce qu'elles peuvent pour participer. Elles ont réellement un rôle à jouer, oui. Voilà, quand les industriels, eux, ont plutôt été sur créer du gel hydroalcoolique ou des masques. Microsoft aussi. Donc Microsoft qui du coup a fait une conférence lundi soir au CES et a du coup partagé comment ils avaient pu contribuer face à la pandémie Covid, notamment au travers de leur service de chatbot HealthcareBot. Donc en fait qui permet ensuite de développer des chatbots qui peuvent interagir au niveau de la santé. Et par exemple, aux États-Unis, il y a eu un chatbot contre la Covid-19 avec du coup une intelligence artificielle qui a permis de poser des questions pour un petit peu détecter selon les symptômes présentés, expliquer si jamais c'était ou pas le Covid et s'il fallait aller se faire tester ou aller se faire tester. Voilà, donc on va dire filtrer les appels, éviter de surcharger les call centers, et puis surtout du coup trier les gens et les envoyer finalement quand il faut en priorité ou pas se faire soigner. Et on va terminer sur la santé avec la santé connectée. Donc là on voit aussi qu'avec la data, avec l'IA, maintenant qu'on est connecté, maintenant qu'on a des wearables, maintenant qu'on a des applications ou des appareils supplémentaires, on va pouvoir vraiment analyser nos données. Et ça commence déjà, la santé, par l'alimentation. Effectivement, pendant la pandémie, nos comportements alimentaires ont énormément changé. Les restaurants ont fermé. Donc, de plus en plus de personnes ont commencé à cuisiner chez elles et donc ont changé leur alimentation pour manger plus équilibré parfois. Et également avec une tendance vers de plus en plus vers la nourriture végétale. Donc on a de plus en plus de viande, disons, à base de plantes, et c'est devenu une pratique de plus en plus courante. La majorité des personnes ont maintenant déjà goûté un plat de viande à base de plantes, et les restaurants proposent des plats véganes. Voilà, donc on se rappelle de Impossible Food l'année dernière, mais effectivement on voit aussi une logique de nutrition personnalisée. On va vraiment diagnostiquer tout simplement les modes de consommation de chacun. Pour les diabétiques, le taux tout simplement de glycémie et autres. Et l'idée, ça serait demain de pouvoir arriver. On avait vu DNA Nudge l'année dernière, qui est un peu le Yuka qui se customisait en fonction de votre ADN. Nuvilab, tu peux nous en dire un mot aussi ? Alors le Nuvilab, en fait, ça va être un scanner alimentaire qui va un peu à la manière que Yuka le fait, mais Yuka du coup passe par des photos, tandis que Nuvilab va vraiment scanner le contenu de votre assiette pour détecter qu'est-ce qu'il y a et du coup pour pouvoir après équilibrer quel régime alimentaire il faut avoir et bien équilibrer selon les différents ingrédients présents.
D'accord, donc là c'est assez bluffant. On voit aussi des choses pour la santé des seniors et puis évidemment dans les innovations on a tout ce qui est autour du séquencing du génome, de l'édition de gènes, donc c'est CRISPR, c'est vraiment de pouvoir copier-coller certains gènes et de l'intelligence artificielle. Donc on voit que le coût du séquençage s'est écroulé, là ça coûtait très très cher, de plus en plus on peut analyser cet ADN et on voit bien que avant, on essayait de comprendre ce qui se passe. Après, on a essayé de prévoir ce qui se passe. Et puis mieux, maintenant, on va essayer d'éviter que ça se passe tout simplement avec de la prévention. On voit aussi que de plus en plus, il y a des innovations qui vont permettre de travailler sur les risques de cancer. Donc, c'est pas sur le cancer une fois qu'on l'a, c'est plutôt de réduire les risques d'en attraper un et de détecter, on va dire, les prédispositions au cancer. Et donc, on voit que derrière l'IA et la data, il y a un énorme enjeu pour la Big Pharma, c'est vraiment demain de pouvoir accélérer cette R&D. On l'a vu là avec le vaccin. Normalement, c'est 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ouais. Là, on a réussi à le faire avec quelques mois. Et donc, plus on arrivera à simuler grâce à la technologie, et plus on permettra de gagner du temps. Et puis, on terminera avec, sur la santé avec la wellness et la lutte contre la dépression, l'anxiété, la santé mentale. Enfin, pour la santé mentale, on voit qu'effectivement, il y a eu une hausse des décès, mais il y a eu surtout une hausse des troubles mentaux. Évidemment, on est dans un environnement, un contexte assez anxiogène, on est confiné, on n'est plus libre, on ne peut pas voir ses amis, on ne peut pas voir sa famille, on se retrouve de plus en plus isolé, malheureusement des fois on peut perdre son emploi ou dans une difficulté économique, et donc on a vu, et d'ailleurs même chez les jeunes... surtout chez les jeunes même, voilà. Surtout les étudiants en fait qui n'ont plus pu participer à toute la vie sociale qui rythme normalement cette étape de la vie. On a vu de nombreux étudiants qui ont déclaré avoir vraiment des hauts niveaux d'anxiété, de stress, de dépression. Et par exemple, on compte que c'est 1 adulte sur 5 qui est en état dépressif. C'est par contre 1 jeune sur 4. Donc c'est vraiment une population qui est très affectée. Un vrai gros sujet. Et effectivement, des inquiétudes aussi chez les seniors. Des fois qu'on sentait déjà isolés. Une solitude. Dans les EHPAD, là, on voit que c'est encore plus compliqué si on ne peut pas les visiter. Et puis des craintes économiques avec la peur, voire des fois la réalité du chômage pour certains. On pense beaucoup à l'hôtellerie, à la restauration, à l'événementiel avec qui on travaille beaucoup. Et on sait que c'est particulièrement compliqué, à la culture aussi, on n'en parle pas assez, mais les musées, les théâtres, le spectacle vivant. Et puis on a aussi une perte de confiance parce que finalement on a un peu l'impression que on voit ça ne va jamais s'améliorer. Voilà, on voit le Brexit, on voit les États-Unis en ce moment, les changements climatiques, l'impression que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais que ça va pas toujours assez vite. Voilà, donc tout ça s'ajoute et rend les choses un petit peu compliquées. On voit que nos relations humaines ont été fortement impactées, qu'on est isolé malgré les réseaux sociaux, malgré les plateformes en ligne, et pourtant on passe du temps sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux pour échanger. Et donc on voit qu'il y a un développement d'innovation en CES autour du wellness pour lutter contre l'anxiété, que ça soit via des contenus, que ça soit via du coaching, que ça soit via des applications. Donc effectivement beaucoup de choses. Et puis on voit aussi que on a des nouveaux acteurs qui s'intéressent énormément à la santé. Donc on a à la fois tout simplement les GAFA, la Big Tech qui s'intéresse à la Big Pharma. Donc là, on a vu Google et d'autres à qui on fait déjà fortement confiance pour tout un tas de choses. Demain, on nous dit s'ils faisaient de l'assurance, est-ce que vous iriez ? Un tiers des gens achèteraient une assurance chez Google. Et on voit Google avec le cloud, l'IA, les API, travaille beaucoup sur les données de santé. Apple aussi. Apple a développé beaucoup de choses autour de l'iPhone. Microsoft beaucoup avec le cloud. Amazon aussi avec son cloud, mais aussi avec le bracelet Halo ou le rachat de PillPack. Et on voit aussi les retailers comme Walmart se rendre compte que demain, au lieu non seulement de vendre des médicaments, c'est un peu plus libéralisé aux États-Unis, ils sont en train de monter des mini-cliniques à disposition sur leur réseau de distribution qui est assez conséquent. Très développé, presque plus que ceux des hôpitaux. Voilà, Apple, effectivement, ils ont une grande clientèle qui utilise leurs terminaux, les téléphones, les ordinateurs, la montre connectée. En plus, ils ne vendent pas vraiment de publicité, donc ils sont assez engagés sur le respect de la vie privée, qui est quand même un élément important pour les données santé. Et donc, ils ont développé des applications pour faire des tests cliniques, pour pouvoir permettre aux personnes des tests cliniques de rentrer leurs données. Google, on voit qu'il y a tout un tas de leurs activités comme Verily, comme DeepMind, comme Calico, comme Onduo, qui permettent de faire de la recherche sur le vieillissement, sur la santé, sur l'usage des datas pour optimiser la santé. Et on a
a vu beaucoup d'investissements de la part de Google d'ailleurs dans des startups autour de la santé. Amazon, ils ont racheté PillPack, donc un des leaders de la distribution de médicaments, et puis évidemment l'enjeu des enceintes vocales, tout simplement pour simplifier l'échange, le suivi des patients à distance. La vraie question, c'est est-ce que la tech comprendra la santé avant que la santé ne comprenne la tech? Mais pour ça, on vous invite effectivement à retrouver notre dernier Hub Report dédié à cette e-santé. Alors à côté de ça, deuxième grosse trend. Oui, les smart cities et la mobilité. Puisqu'effectivement, le CES, c'est aussi et surtout un salon de l'automobile. Mais maintenant, on ne dit plus de l'automobile, on dit de la mobilité, puisque c'est bien plus que l'auto. On voit bien que les villes continuent de se développer, la population devient toujours plus urbaine. Bon, même si là, avec le Covid, il y en a quelques-uns qui ont envie de repartir en province ou à la campagne, mais on voit que malheureusement, en tout cas au global, on devient de plus en plus urbain, et on voit bien qu'avec la hausse de la population urbaine, il va falloir optimiser les villes, tout simplement, sinon on aura trop de pollution, trop de trafic, trop de congestion, une hausse immobilière, et donc il va falloir rendre ces villes plus intelligentes pour qu'elles soient au service du citoyen et des habitants. Ça veut dire quoi la Smart City du coup? Ça veut dire plusieurs technologies du coup qui sont donc instaurées dans la ville, donc les technologies de l'information et de la communication, les objets connectés, donc c'est le fameux Internet of Things, et également du coup la cartographie, les systèmes d'information géographique. Voilà, donc c'est un peu un millefeuille où finalement on a les bâtiments connectés, on a le trafic, les voitures connectées, les transports publics, la micro-mobilité, et puis on va avoir aussi tout ce qui est énergie, tout ce qui est pollution. Donc on voit bien qu'on a une sphère publique avec les élus, et puis de l'autre côté on a des grands acteurs comme, je sais pas, Bouygues, Veolia, SOR ou d'autres, et puis au milieu on a le citoyen. Donc tout ça, c'est pas évident à mettre en musique pour que ça fonctionne. En tout cas, sur la mobilité, ce qui est sûr, c'est que les grosses tendances qu'on voit depuis 2-3 ans au CES, c'est d'abord le sujet de la voiture connectée. Donc avec la 5G, ça va aider, ça va nous permettre d'enrichir tout simplement les fonctionnalités de l'habitacle, avoir un peu du rich media, du divertissement, du contenu, voire de l'assistance à la conduite. Électrique, on voit bien que tout le monde lance son véhicule électrique. Donc là, il y a vraiment une accélération avec le succès de Tesla qui a quand même donné une grosse claque à tous les constructeurs traditionnels qui sont maintenant obligés de courir derrière vu la capitalisation de Tesla. Des voitures de plus en plus autonomes, alors soit sous forme de robotaxi, soit sous forme d'abord de camions autonomes, puis à terme de voitures individuelles autonomes. Et cette voiture, pour être totalement autonome, souvent elle doit s'interconnecter avec le reste de la ville, c'est ce qu'on appelle les V2X, Vehicle to Everything, pour qu'elle communique avec le feu rouge, avec les autres voitures, parce qu'on a toujours des situations un petit peu complexes. Et puis, on voit bien qu'il y a deux enjeux, c'est Mobility as a Service, donc c'est demain pouvoir gérer l'intermodalité, passer d'un transport à l'autre de manière simple et optimale pour l'utilisateur, et la micromobilité avec l'arrivée des scooters électriques, des vélos électriques, etc. Et d'ailleurs, quand on soulève le capot, c'est quoi un petit peu les gros sujets de la mobilité ? Alors, tu veux dire au niveau technologique? Alors, on va avoir les lidars qui vont permettre vraiment d'avoir une bonne vision de ce qui se passe en dehors de la voiture, tout autour et également dans la voiture. Des capteurs pour vraiment comprendre l'environnement. Les radars aussi, qui sont des formats déjà un peu plus utilisés déjà. Et on a ensuite des caméras, l'intelligence artificielle, tous les processeurs. Et ensuite, toutes ces données qui sont amassées, disons, sont ensuite storées sur le cloud grâce à la 5G qui permet du coup une transmission de données assez rapide. Voilà. Ou en local avec le Edge, parce que effectivement pour la conduite, autant quand pour on la passe sous un tunnel, c'est compliqué. Voilà. Mais effectivement, on est aussi obligé de réagir rapidement. Donc évidemment, quand on parle de mobilité, c'est d'abord l'industrie du voyage et de l'hospitalité qui a été fortement impactée. On a bien vu que le transport s'est écroulé malheureusement du fait des confinements ou du fait de la limitation de nos déplacements. On voit bien que le besoin de déplacement s'est un petit peu relativisé. Avant, on aurait dit à l'époque, tiens, il me faisait 3 semaines pour aller là où je devais aller, puis après 3 jours avec la roue, la roue, puis après 5 heures avec un avion, puis finalement on se dit aujourd'hui avec le télétravail et la visio, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? On voit d'ailleurs que l'événementiel s'est lui aussi reporté sur ces plateformes avec des interfaces en mode jeu vidéo. Donc ça c'est web. Grâce à la réalité virtuelle surtout, de faire de l'événementiel. Et d'ailleurs les premiers un petit peu à avoir fait parler d'eux, c'était Fortnite, avec du coup qui a lancé la plateforme Party Royale, donc qui a permis d'organiser des événements en ligne dans le jeu. Donc il y a eu par exemple le concert de Diplo, et ensuite il y a eu le concert de Travis Scott qui a été un événement presque international avec 27 millions de fans.
Voilà, 27 millions de fans et plus de 20 millions de dollars de revenus. Donc effectivement, ça fait un petit peu rêver en se disant finalement, on essaie de recréer ces événements conviviaux à plusieurs, inspirants. On pense à tous ces artistes qui effectivement peuvent pas faire de live en ce moment. Alors le secteur hôtelier a été très touché, il l'est toujours, mais néanmoins on a vu Airbnb qui avait quand même dû licencier un tout petit peu, enfin un peu beaucoup parce que c'était un tiers des effectifs, mais en tout cas qui a quand même fait malgré tout son entrée en bourse et qui a surcartonné. Ouais, une valorisation presque 3 fois supérieure. Ouais. Il faut être un petit peu patient, mais finalement on attend tous de pouvoir voyager à nouveau. Et donc du coup, il y a des villes qui normalement attiraient beaucoup de touristes qui cette année n'en ont pas eu et qui en ont profité pour un petit peu penser comment elles allaient s'orienter vers le tourisme de demain. Donc par exemple la ville de Valence qui s'oriente vraiment sur un tourisme durable pour devenir neutre en carbone donc d'ici 2025. On pense à Ibiza, on pense aux stations de ski qui sont aussi touchées en ce moment, qui sont en train un peu de se reposer la question aussi sur le tourisme de masse et peut-être de faire évoluer les choses différemment par la suite. Alors le transport, c'est évidemment les transports publics qu'on essaie de fluidifier avec le côté multimodal et c'est aussi la micro-mobilité individuelle. Donc on a vu malheureusement le transport public s'écrouler avec le Covid, peur d'y aller et puis voir tout simplement on est confiné. Au niveau aérien, c'est assez dingue. On estime que ce ne sera pas avant 2024 qu'on retrouvera potentiellement le même trafic. Et par contre, du coup, c'est l'émergence vraiment de l'industrie automobile qui cartonne, c'est une vraie opportunité. La vengeance du retour de l'auto, qu'on voulait un petit peu sortir des villes où finalement les gens se sont retournés vers leurs véhicules individuels et particuliers. Et là, on voit tout un tas d'acteurs faire pas mal d'annonces. Donc, on a eu Magna et LG nous parler d'une joint venture pour faire des voitures électriques. Il y a eu tout un tas d'annonces. Quasiment tous les constructeurs ont lancé des choses. Et puis, on voit bien que ça va être un mix entre mobilité privée et transport partagé. On voit des voitures aussi plus compactes, puisque finalement, si c'est juste pour faire de l'intramuros, ça fait penser un petit peu aux mini-voitures japonaises. Et l'électrique, on a moins de puissance. Bon, même si cette année, on a un Hummer électrique qui est apparu au CES. Et puis, il y a cette logique aussi de robotaxi ou de gestion de flotte autonome ou self-service. Voilà, pour partager en fait les véhicules peuvent du coup se louer par différents acteurs qui en ont besoin. Donc ça s'adresse surtout en fait aux entreprises qui ont besoin de flottes de véhicules. Voilà, si tu voulez faire votre Autolib qui marche, potentiellement vous pouvez utiliser Autofleet. Alors d'autres ont essayé de travailler sur cette surpopulation dans les transports pendant le Covid. Moscou fait des prix spéciaux si vous évitez les heures de pointe. C'est une façon de faire. Mais effectivement, on a vu aussi l'explosion du volume de trottinettes. De roues connectées, de vélos électriques, tout simplement parce que chacun essaie de trouver une solution pour éviter de se retrouver avec trop de monde dans un wagon de train ou de métro. Et des fonctionnalités du coup pour faciliter aussi la vie des cyclistes, donc par exemple des applications de navigation pour leur permettre de prendre la route qui optimise le plus les pistes cyclables et d'autres fonctionnalités par exemple pour inciter au port du casque. Ok, alors évidemment, on parlait de la voiture. La voiture, on en a parlé tout à l'heure, qui se connecte, qui s'interface, qui devient électrique, qui devient intelligente. Alors, il y a toujours des rumeurs sur l'arrivée jour ou pas de l'Apple Car, mais enfin, on nous l'a annoncé plusieurs fois, donc on attend de voir. On voit bien que les véhicules électriques, il y a encore un enjeu sur le prix, mais on estime que d'ici 2022, les voitures électriques deviendront à terme moins chères que les voitures à moteur à essence. Alors évidemment, pour ça, il y a encore beaucoup de R&D en ce moment sur les batteries qui utilisent encore des métaux rares. Mais à terme, on imagine qu'on va arriver à un coût. Et puis évidemment, plus le marché est grand, plus il y aura de concurrence, plus il y aura d'innovation et plus on pourra faire baisser les prix. Alors, en ce moment, c'est qui gagne d'ailleurs? C'est Tesla. Toujours. On voit que si on regarde en fait le rapport entre le prix et la distance, c'est Tesla qui est le plus performant. Donc avec des modèles de voitures électriques qui ont une autonomie assez longue, qui permettent donc de parcourir de longues routes et des prix qui sont relativement passable. On va dire peut-être pas encore complètement accessible, mais on espère que la prochaine génération le sera. Mais enfin, en tout cas, ils ont rendu grand public avec un énorme succès la voiture électrique. On voit bien que Elon Musk a quand même fait un boulot incroyable qui a été récompensé par la bourse, puisqu'aujourd'hui, c'est encore même pas les derniers chiffres, puisque le cours de la bourse a fait une croissance incroyable en 2020, et on espère pour eux qu'avec ce cash, ils vont pouvoir investir et du coup massifier leur distribution. Ils ont une gigafactory. Parce que pour le moment,
moment, arrive. Ils n'ont pas tant de ventes que ça. Voilà, puisqu'on voit bien que autant leur cours est l'équivalent quasiment de celui de 14 constructeurs, mais en termes de vente, ils sont à 0,8% du marché mondial de vente d'automobiles. Donc c'est bien, ils ont du cash, ils ont du potentiel. Et à côté d'eux, évidemment, pas mal de nouvelles concurrences. On a même des voitures à énergie solaire qui sont en train d'arriver. Donc peut-être que demain, on aura de l'énergie vraiment durable. Et on voit bien que sur la voiture autonome, il y a tout un tas d'acteurs avec Google Waymo, avec General Motors, Ford, Tesla évidemment, qui a déjà son autopilote, les équipementiers comme Valeo ou les développeurs de solutions comme Bosch. Donc on voit qu'effectivement, il y a un gros boulot. Demain, le transport autonome, ça pourrait être aussi le transport aérien. Ça peut être, quand on parle de transport aérien, le transport de tout simplement de produits, la livraison. La livraison, que ce soit de proximité ou à plus longue distance. Qui permettrait de faire fortement chuter le coût de la livraison. Ça va diviser par 25, c'est énorme. Voilà, pour nos repas, que ce soit pour nos livraisons Amazon ou de librairie. Et puis demain, on pourrait transporter des patients, voilà, tout simplement en termes d'ambulance ou tout simplement du transport en mode robot taxi ou taxi volant. Et là, on a eu quelques annonces de General Motors, entre autres, et d'autres. E.ON, qui avait été présent à un ancien CES, a aussi fait un test là en janvier qui fonctionne. Donc après les effets d'annonce, on a les choses. Et puis l'autonomie des voitures, c'est aussi plus d'intelligence. Et là, on a Intel Mobileye, start-up rachetée par Intel en Israël, qui est toujours en train d'améliorer l'IA, mais aussi de réduire le coût, parce que c'est aussi rendre des caméras, mettre moins de capteurs, plus puissants, qui coûtent moins cher, pour que demain on arrive à un prix qui soit raisonnable pour le grand public. Et là, on a aussi l'annonce du Indy Autonomous Challenge. Donc c'est une course qui sera avec des voitures complètement autonomes, et donc il faudra gérer en amont. Voilà. Et puis évidemment, l'autonomie, c'est aussi le transport, donc les grands poids lourds, le transport intramuros, voire le dernier kilomètre avec des drones autonomes comme Nuro. Donc on voit que il y a un énorme potentiel et une énorme attente. Évidemment, derrière, il y a des sujets juridiques, il y a des sujets techniques. C'est pas d'avoir une voiture qui soit autonome 90% du temps, c'est vraiment quand il pleut, quand il neige, avec du brouillard. On voit aussi et là, c'était l'annonce de Mercedes-Benz, des tableaux de bord de plus en plus rich media, de plus en plus qualitatifs, de l'assistance à la conduite pour voir si vous vous endormez, par exemple, ou sur ce qui se passe autour de la voiture pour pouvoir vous prévenir. Et puis, c'est optimiser aussi demain les flux logistiques, les routes de livraison. Voilà. Et là, Panasonic fait partie un petit peu des acteurs qui développent beaucoup de choses. Panasonic et Bosch ne font pas que des produits matériaux. C'est pour ça, c'est 10 à 15% de leur business. Ils développent tous les deux beaucoup de solutions technologiques. Et puis on a parlé beaucoup d'électrique, mais il y a quelques annonces aussi autour de la voiture à hydrogène. On terminera par le bâtiment connecté. On parle de BIM, et là c'est effectivement avec la Smart City la logique de pouvoir fabriquer, construire et opérer des bâtiments avec plus d'efficacité énergétique, plus d'intelligence. On retrouve entre autres beaucoup Schneider Electric ou Bosch pour avoir des immeubles qui consomment moins, qui soient plus agréables à vivre, ou pour permettre à tout le monde de mieux travailler entre corps de métier, électricité, ascensoriste et autres, ou le 3D printing pour directement pouvoir fabriquer des bâtiments avec une imprimante 3D. Évidemment, on parle de Smart City, mais l'idée, c'est quand même qu'elle soit plus green et agréable pour y vivre. Donc on voit bien qu'on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. On va essayer de réduire le trafic. On voit les millennials qui se réintéressent à la province et à la campagne, et c'est tant mieux. On voit aussi des destinations de vacances qui se transforment en destinations de vie. Voilà, donc on parle un peu de staycation. Voilà, je vais tout simplement faire des vacances travail, pourquoi pas dans les îles. Et puis on voit vraiment cette explosion, on l'a bien vécu à Paris, du vélo électrique. À partir du moment où on leur laisse de la place, on met des pistes qui sont protégées, que les gens prennent l'habitude de le faire et que leur masse critique augmente. On voit bien que ça permet d'exploser. Et puis tout un tas de capteurs pour mieux piloter, opérer les villes, pour réduire l'accidentologie, pour surveiller les poubelles, la pollution, la sécurité. Tout simplement, on l'oublie, mais dans certains pays, c'est aussi l'innovation pour permettre les solutions d'accès à l'eau potable.
Donc avec du coup des solutions qui permettent de potabiliser l'eau, disons, à partir des éléments dans la nature, donc par exemple de la combustion des déchets animaux ou végétaux. Donc tout simplement, ça va venir aspirer en fait la vapeur d'eau et la transformer en eau potable. Voilà, des fois, c'est de collecter la brume, voilà, ou tout simplement avec l'énergie solaire qui va être utilisée dans des endroits où malheureusement on n'a pas forcément accès à de l'énergie habituelle. Et puis au-delà de la ville, si on remonte encore d'un cran, là, ça serait plutôt les pays comme des plateformes. On voit bien qu'on parlait de jumeaux numériques. Demain, ça va être de vraiment piloter. Donc, c'est d'avoir les bonnes infos au bon moment en termes de reporting en temps réel, au niveau de la ville, au niveau des métropoles, au niveau de la région, au niveau du pays. Donc là, ça va être de pouvoir vraiment utiliser toutes ces data, ces open data, pour pouvoir optimiser les choses. C'est évidemment la cartographie. On pense à IR Technologies, parce que demain, c'est pour pouvoir optimiser les flux. Il faut avoir des cartes mises à jour en temps quasi réel. Et puis demain, ça a des impacts effectivement sur la géopolitique. Voilà, en fait, c'est des ressources comme des autres. Et du coup, il faut savoir également les échanger entre pays et les mettre en valeur. Voilà, et avec évidemment des gros sujets réglementaires et puis aussi de vision philosophique entre la Chine qui est très contrôlante, les États-Unis qui n'ont pas trop investi dans les infrastructures, mais plutôt dans les business individuels, l'Europe qui essaie d'être un peu entre les deux au milieu, et puis avec tout ce sujet de jumeaux numériques, demain à qui appartient la donnée, qui a le droit de s'y connecter, qu'est-ce qu'on partage, avec quelle autorisation, évidemment dans l'usine, mais ça on en reparlera dans une autre tendance, et on voit effectivement la Chine qui est plutôt en lead. Alors des fois, on peut poser certaines critiques en termes de contrôle de la population, mais d'autres effectivement pour optimiser aussi des villes qui sont très grandes avec beaucoup de population, pour optimiser les flux, la pollution, le suivi du commerce, le crédit social, on en avait parlé. Bon, bref, ça fait beaucoup de choses au CES, comme chaque année, même si on est sur une version online qui est un peu plus confortable. On fait un peu moins de kilomètres à pied dans les allées de Las Vegas. En tout cas, nous, on est ravis tous les jours avec toute l'équipe d'analystes et de journalistes du Hub Institute de scanner ces tendances, ces innovations, ces startups. On parlera un petit peu plus de la French Tech quand on aura le temps d'analyser toutes les annonces, tous les communiqués de presse. Mais justement, après, on va laisser la parole à une des startups sélectionnées dans le programme French IoT de La Poste. En tout cas, on a vraiment envie de vous dire, c'est un moment passionnant où il se passe beaucoup de choses. On a vécu d'énormes contraintes avec le Covid, plutôt désagréables, mais en même temps, ces contraintes sont source d'innovation comme c'est rarement le cas. On voit vraiment une explosion du nombre d'initiatives avec ce changement de comportement, ce changement d'usage. C'est une chance pour la santé, une chance pour la mobilité, une chance pour la sustainabilité, une chance aussi de peut-être réinventer le retail. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter toutes et tous dans vos entreprises à vraiment être curieux, à scanner, regarder ce qui se passe, comprendre les évolutions du monde. Et le CES, c'est quand même un des rares moments où on a cette innovation mondiale, asiatique, européenne et américaine sur à peu près tous les sujets, la mobilité, l'industriel, le retail, la santé. Et donc on est très heureux avec le Hub Institute de décrypter ça avec vous. On vous invite à retrouver le Hub Report. Donc le rapport. Une vision complète avec les sources, toutes les annonces, beaucoup de slides, et puis évidemment nos décryptages en keynote, puisqu'on fait plus d'une trentaine, une quarantaine de débriefs dans les entreprises pour vous aider tout simplement à avoir en 1 heure, 1 heure et demie le meilleur sur votre verticale des innovations et des tendances que nous aurons décryptées. Pour ça, évidemment, vous pouvez vous abonner au Hub Institute. Aujourd'hui, on a plus de 120 grandes entreprises qui sont déjà abonnées en France à l'international pour accéder à nos analyses, à nos reports et évidemment à nos événements comme aujourd'hui avec cette Innovation Week spéciale CES. On vous dit un grand merci et on va donner ensuite la parole à une start-up du programme French IoT du groupe La Poste. Merci à vous.